Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir ici à Oxford Leila Slimani. Cette invitation est le fruit d'un travail commun de la Maison française d'Oxford que je représente ici et de nos partenaires et amis, l'Alliance française d'Oxford. Je remercie Florence Rossignol, sa directrice qui est présente ici, l'Institut français de Londres, nos collègues de l'ambassade, et bien sûr nos amis de la faculté de langue moderne et médiévale de l'Université d'Oxford. Je souhaite aussi la bienvenue à toutes celles et ceux qui suivent la retranscription en direct de nos échanges sur Facebook Live. Alors, je ne vais pas présenter Leila Slimani, vous êtes ici, je crois, tous et toutes, parce que vous êtes des amoureux de son œuvre, de ses romans, et de ce qui constitue déjà un ensemble littéraire absolument impressionnant, et je crois qu'il reconnaît, donc qui appelle une admiration non seulement dans la francophonie, mais aussi dans les langues dans lesquelles vos livres, Leila, sont traduits. Ici à Oxford, l'Assemblée réunie aujourd'hui montre qu'il y a beaucoup d'amateurs de votre production et de vos romans, et donc nous nous réjouissons de les accueillir, de vous accueillir ici aujourd'hui. Donc, pour discuter avec la femme de lettres que vous êtes, la journaliste, je suis très heureux de souhaiter la bienvenue et d'accueillir à la Maison française Catriona Sell, qui est donc titulaire de la chaire Maréchal Foch de français à l'Université d'Oxford et membre du Collège All Souls. Merci Catriona, c'est grâce à vous à chaque fois un plaisir de pouvoir engager une conversation littéraire avec des hommes et des femmes de lettres, une façon d'explorer avec eux et avec elles les ressorts de l'écriture, les sujets qui sont ceux qui, je crois, poussent un écrivain vers la communication vers son public. Et c'est à chaque fois, je crois, très éclairant de pouvoir écouter ces conversations. Leila Slimani, j'ajoute, est une familière de nos institutions ici au Royaume-Uni. L'année dernière déjà, vous avez eu vraiment le plaisir de vous avoir comme marraine du choix Goncourt du Royaume-Uni, qui avait, et qui encore cette année permet à des étudiants de cette année 13 universités, je crois, 15 universités britanniques des 4 nations, de pouvoir s'exprimer sur la désignation du roman parmi les finalistes du concours qu'ils ont et qu'elles ont préféré. Alors je ne vais pas parler beaucoup plus, je vais céder la parole à nos invités, Catriona, Leila. Je dis juste un dernier mot, juste après notre conversation. La bibliothèque de la Maison française sera encore ouverte avec notre bibliothécaire Janet, qui sera ravie de vous la présenter si vous ne la connaissez pas déjà, la bibliothèque. Catriona, Leila, merci. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous, Leila, d'être là. Nous sommes vraiment ravis. Je crois que Pascal a parlé pour tout le monde. Nous sommes ravis de vous avoir à la fois en tant qu'écrivaine et en tant que représentante de la francophonie en cette semaine hautement symbolique, puisque c'est la semaine de la francophonie. Donc, merci de votre présence parmi nous. Alors, l'entretien va durer à peu près 1 heure. C'est, comme le disait Pascal, une conversation, donc dans l'esprit d'une conversation, un entretien. Et cette conversation va nous permettre d'aborder différents sujets et j'espère, merci Leila, et j'espère de vous passer la parole aussi si vous êtes dans la salle et si vous souhaitez donc vous entretenir avec Leila. Et on va peut-être commencer par la chose peut-être la plus simple et la plus difficile à la fois. Comment êtes-vous venu à l'écriture ? Oui. Bonsoir à tous.
Je ne sais pas si je suis venue à l'écriture, c'est peut-être plutôt l'écriture qui est venue à moi. Elle est venue à moi par les livres, tout simplement, parce que j'ai d'abord été lectrice, et je suis peut-être lectrice avant même d'être écrivain. C'est ce qui me définit par-dessus tout, je crois. Donc, enfant, j'avais une fascination très très grande pour les écrivains. Je pensais qu'il n'y avait pas de vie plus belle, de vie plus passionnante, plus fascinante que celle des écrivains. J'étais le genre d'adolescente qui n'avait pas de poster de rockstar ou d'acteurs dans sa chambre, mais des posters d'écrivains. Et je voulais avoir la même vie qu'eux. Alors, à l'époque, je m'imaginais que cette vie-là, c'était une vie qui tournait beaucoup autour des passions amoureuses, de la drogue, de la syphilis. Donc, je voulais mourir jeune après avoir écrit, voilà, une œuvre extraordinaire. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai eu très très tôt une très grande fascination pour la vie de l'écrivain et pour ce travail-là. Puis ensuite, j'ai compris que ça demandait aussi du travail, qu'il fallait écrire pour être écrivain. Alors, on est très content de savoir que vous n'avez pas abusé des drogues, du rock'n'roll, etc., que vous êtes encore parmi nous et que vous avez tout de même réussi à écrire une œuvre, même si vous n'êtes pas morte tôt, et que vous allez continuer de développer cette œuvre. Et alors, quels sont les écrivains sous le signe desquels vous vous placeriez ou vous vous placiez peut-être à vos débuts Alors, il y en a énormément. Ça aussi, c'est une autre question très, très difficile, celle de devoir choisir nos écrivains, entre guillemets, préférés. Ça a d'abord commencé vraiment beaucoup avec la littérature russe, qui a été pour moi la littérature la plus importante, ou en tout cas celle qui a provoqué la plus grande déflagration en moi. Dostoïevski d'abord, puis Gogol, puis Tchekhov, que j'aime énormément comme être humain et comme écrivain. Des poètes aussi, mais aussi Vassili Grossman, Pasternak, donc beaucoup eux. Ensuite, la littérature du 19e siècle français, bien sûr Balzac, Zola, que j'ai lu avec beaucoup, beaucoup de passion. J'ai eu un grand moment d'obsession pour Émile Zola. Philippe Ross en fait partie. La littérature sud-américaine est arrivée après, mais j'ai des goûts très éclectiques en littérature. C'est ce qu'on entend d'après votre présentation. Alors, vous avez des goûts éclectiques en littérature. Vous avez aussi une œuvre qui embrasse toute une variété, en particulier de thèmes, je crois. Donc, si on évoque votre œuvre romanesque, qui est la plus connue, je pense, de votre lectorat et sans doute des personnes présentes ce soir, vous avez à la fois une œuvre romanesque qui est fondée sur une expérience familiale, et on en reparlera, mais vous avez aussi commencé par une œuvre romanesque qui prenait à bras-le-corps des thèmes de société à partir de faits divers, d'événements réels, qui déclenchaient en vous peut-être un besoin d'écrire. Est-ce un besoin chez vous, ou un désir, un goût? Quel serait le terme approprié? Une nécessité, je dirais. Et donc cette nécessité se déclenche, par exemple, vous entendez parler d'un fait divers horrible, par exemple, je songe à certains de vos premiers romans, un infanticide ou quelque chose comme ça, et vous avez une nécessité d'écrire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En général, c'est d'abord un personnage qui arrive. J'ai un personnage qui se met à exister, qui commence à vivre en moi, avec lequel je commence presque à nouer une relation. Le personnage d'Adèle, par exemple, qui est le personnage dans Le Jardin de l'Ogre, le personnage de Louise, qui est le personnage de la nounou dans Chanson douce. Donc ces personnages commencent à exister. Je commence à en percevoir un peu les contours. J'ai envie de les connaître, j'ai envie de les faire connaître, et ensuite va se construire de manière un petit peu plus structurée les circonstances dans lesquelles ce personnage va exister, ce qu'il va faire, les actions que je vais décrire dans ce livre pour le faire comprendre à mes lecteurs. Mais tout commence d'abord par la rencontre avec un personnage. Et alors ces personnages que vous évoquez sont souvent des personnages de femmes. Sont toujours des personnages de femmes. Des personnages de femmes. D'accord. Et vous pensez que ce seront toujours des personnages de femmes, ou vous ne savez pas? Il y a des chances, oui. Et quand on pense aussi donc à votre écriture qui là est calquée sur une forme de, alors vous allez me dire si le terme est le bon ou pas, une forme de roman familial, vous commencez par ce personnage de femme absolument extraordinaire dont je voudrais que vous nous disiez quelques mots, puisque là on est au plus proche à la fois du roman
et de l'histoire familiale. Et alors, comment est-ce que ça s'organise? Oui, alors là, pour le pays des autres, là, c'était un petit peu différent par rapport à mes autres romans parce que effectivement, il y a une rencontre avec un personnage, mais en même temps, ce personnage m'a été inspiré par une personne réelle, qui est ma grand-mère, qui m'a donc inspiré le personnage de Mathilde. Et en même temps, je vous dirais que je ne suis pas sûre que dans mon esprit, ma grand-mère ait jamais été une personne réelle. Je suis même pas sûre que les gens qu'on côtoie soient des personnes réelles. Je crois que en fait, les personnes réelles, ça n'existe pas. Tous les êtres sont des personnages ou sont des gens qu'on invente, qu'on imagine. Et c'est ce que dit de manière très drôle Romain Gary dans Chien blanc. Il dit pour les gens dont l'imagination et le travail, c'est au fond beaucoup plus pratique d'imaginer les gens qu'on côtoie, de les inventer, plutôt que de se prendre la tête d'une certaine façon à essayer de les comprendre. Et puis si finalement ils ne correspondent pas à ce qu'on a imaginé, on se dit qu'ils ne sont pas à la hauteur de notre talent. Il dit ça comme ça, ce qui est assez drôle. Donc non, donc ma grand-mère, c'était une femme c'était une Alsacienne qui a rencontré mon grand-père, soldat dans l'armée coloniale en 1944. Ils se sont mariés en 1945 en Alsace, puis ils sont venus s'installer au Maroc, dans une ferme que mon grand-père avait héritée à Meknès. Mais ma grand-mère, lorsque j'étais enfant, je la voyais d'abord comme un personnage de roman, et mon grand-père aussi. Parce qu'ils avaient aussi, c'était des gens qui avaient la capacité de raconter des histoires et de raconter des anecdotes de telle manière qu'ils racontaient peut-être pas tellement leur vie, mais la vie qu'ils auraient aimé avoir, ou la vie à la hauteur des aspirations qu'ils avaient. Et je crois que c'est quelque chose de commun dans ma famille, cette idée qu'on a tous le droit de s'inventer comme personnage. On n'est pas obligé de vivre la vie dans sa trivialité, dans sa banalité, qu'il y a quelque chose de plus que ça. Et donc c'est à ça, d'une certaine façon, que j'ai voulu rendre hommage dans ce roman dit familial. C'est peut-être pas à mes grands-parents ou à ma famille elle-même, mais à ces personnages qui sont nés dans mon esprit de la rencontre avec ces gens et des récits qu'ils ont bien voulu me faire sur eux. Et alors, vous parlez donc de s'inventer des personnages, ou enfin de côtoyer des personnages ou des personnes dont on fait des personnages, en quelque sorte, et vous citez Romain Gary en disant que comme ça, si les gens ne sont pas à la hauteur, etc. Le problème, évidemment, c'est que quelqu'un peut nous décevoir, mais vos personnages, vous les créez, donc ils ne peuvent pas vous décevoir. Est-ce qu'ils peuvent vous surprendre? Ah, bien sûr, et Voilà. bien sûr qu'ils peuvent vous surprendre. Alors après, il y a différentes catégories de personnages. Il y a cette anecdote que je raconte dans Le parfum des fleurs la nuit, cette anecdote que j'aime beaucoup, que m'a raconté un ami, qui concerne Tolstoï. Lorsque Tolstoï était en train d'écrire Anna Karénine, il avait reçu une avance considérable de la part de son éditeur, considérable pour l'époque, et il n'envoyait pas le manuscrit. Et l'éditeur a envoyé plusieurs lettres à Yasnia Poliana, il ne recevait toujours pas de réponse, et puis à la fois inquiet et un peu furieux, il décide de prendre le train, il arrive, il est accueilli par Tolstoï, qui le reçoit très gentiment, puis l'éditeur lui dit bien écoutez, j'aimerais savoir où est ce manuscrit, vous ne m'avez toujours rien envoyé alors que je vous ai envoyé l'argent. Et Tolstoï le regarde et lui dit Anna Karénine est partie et j'attends qu'elle revienne. Et ça peut paraître une boutade, et en réalité, c'est totalement vrai et totalement compréhensible, parce que nos personnages, au bout d'un moment, évidemment, quand un roman marche ou quand ça commence à marcher dans l'écriture, il a sa vie propre et il commence à véritablement vous guider. On a souvent l'image du romancier comme une sorte de marionnettiste ou comme un démiurge qui a son petit monde, qu'il contrôle totalement, mais en réalité, il n'y a pas du tout ce contrôle-là. On est autant contrôlé qu'on contrôle. On est envahi par son histoire et par ses personnages, de telle manière que parfois on se retrouve à écrire des scènes dont on n'a aucune idée d'où elles viennent. Et il y a certains personnages, en particulier dans Le pays des autres, qui ont une liberté encore plus grande que d'autres. Le personnage de Selma, par exemple, c'est un personnage que je n'ai jamais réussi à maîtriser, qui m'a toujours emmenée vers des endroits où je ne voulais pas aller, qui a toujours, en plus, là, par exemple, pour le deuxième tome, il y avait une scène où elle se retrouve dans une pièce avec un homme, et puis elle était censée faire quelque chose qu'elle n'a pas du tout fait. Et bon, elle a fait l'amour avec l'homme, et j'ai été obligée d'écrire cette scène qui ne m'arrangeait pas du tout, parce que ce n'était pas du tout prévu. Mais il y a effectivement des personnages qui vous échappent, mais c'est la magie de l'écriture. Il y a beaucoup d'accidents dans la narration, et il faut laisser une place à ces hasards-là.
Et alors ces hasards justement, vous êtes en quelque sorte prise entre cette rencontre avec un personnage et ces différents hasards. Entre deux, c'est vous qui faites le travail quelque part. Vous avez à naviguer, vous parliez de ça, vous refusez de jouer le rôle d'un marionnettiste et vous parliez de Zola tout à l'heure, Zola qui a ses scénarios, etc. Est-ce que vous avez quoi que ce soit du genre ou pas quand vous commencez? Non, pas du tout. J'ai pas du tout de scénario, j'ai pas de plan, j'ai pas de structure préétablie. J'ai ce que j'appelle mes scènes fondamentales, c'est-à-dire que je sais qu'il va y avoir un certain nombre de scènes qui seront dans le livre. Le livre en général part de ça, de ces scènes fondamentales. J'ai une image de ce personnage en train de faire ça. Ça peut être d'ailleurs des scènes qui sont pas tellement importantes sur le plan de la narration, mais c'est juste que j'en ai une image extrêmement précise. Donc je commence par écrire ces scènes-là, et puis après je travaille vraiment comme une couturière ou comme quelqu'un qui tricote. Je commence à faire une sorte de patchwork et je relie les scènes les unes avec les autres. Je me mets à disposition de mon histoire et à disposition de cette obsession. C'est-à-dire je m'enferme vraiment dans une bulle, je suis obsédée par l'histoire et ensuite les choses se font de manière presque naturelle par la magie du langage aussi. Et alors, vous dites que vous avez ces scènes fondamentales. Est-ce que vous écrivez d'abord les scènes isolées et ensuite vous les reliez? Oui, oui, j'écris d'abord les scènes isolées et j'écris toujours d'abord, enfin j'essaie toujours d'écrire d'abord la fin et le début. Et ensuite, Vous je commencez par la reviens fin? vers Oui. le milieu qui est le plus difficile. Et vous commencez par la fin, vous dites la fin et le début? Ça dépend, ça D'accord. dépend. Pour Chanson douce, j'ai écrit d'abord le début qui est aussi la fin, Oui. donc bon, Oui. ça n'a Il y a pas une vraiment conjonction. Voilà, mais en tout cas, j'ai souvent une idée de comment ça commence et comment ça se termine. Le plus difficile dans un livre, c'est toujours le milieu, c'est le ventre mou, qui est vraiment le plus compliqué. Donc, je recule au maximum le moment où je vais devoir m'attaquer à ce milieu que je n'aime pas. Et justement, parce qu'il y a quelques étudiants dans la salle qui sont obligés aussi d'avoir une discipline quand ils travaillent, comment est-ce qu'on fait quand on sait qu'il faut écrire quelque chose et qu'on n'a pas envie parce qu'on a écrit les bouts qu'on aimait Alors, est-ce que vous vous enfermez dans une chambre? Est-ce que vous décrochez votre téléphone? Est-ce que vous partez loin de votre famille? Que faites-vous quand il s'agit vraiment d'écrire et de finir quelque chose? Ah bah je fais tout ça, hein, je fais tout ça. Moi, ma vie, elle est totalement rythmée autour de ça, puisque je ne fais qu'écrire et que j'écris beaucoup au-delà de mes romans. J'écris aussi des essais, j'écris des articles, j'écris des romans graphiques, j'écris des scénarios. Donc, je passe ma vie à écrire. Donc, ma vie n'est que discipline. Je passe mon temps à me dire, je dois rester assise 10 heures sur ma chaise, enfermée dans une pièce. Alors, je vais peut-être briser les rêves de beaucoup d'étudiants, mais d'une part, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas envie d'écrire. On n'a pas tout le temps du plaisir à écrire. Il y a des scènes pour lesquelles on prend moins de plaisir, mais bon, il faut les écrire. Et puis, la vie d'un écrivain, c'est vraiment pas du tout une vie glamour, hein. C'est quand même une vie qu'on passe en très grande majorité en pyjama. Dans une hygiène assez douteuse, dans la solitude la plus totale, à se dire que mais vraiment ça n'a aucun sens de passer 10 heures enfermé pour écrire 3 lignes alors qu'on pourrait aller au cinéma, voir des amis, se balader dans la rue, vivre des choses au lieu de les écrire et de parler avec des personnages qui n'existent pas. Mais oui, ça n'est que ça n'est que enfermement, discipline, et parfois au bout de 6 heures d'enfermement, de déprime, de trop de cigarettes fumées, on finit par boire à midi, on fait des siestes, et puis finalement on se met à écrire qu'au bout de 5-6 heures, et là arrive le moment d'écriture, mais il faut être tout le temps disponible pour que ça arrive. Et vous parliez du fait que vous avez écrit toute une série de textes de genres différents. Est-ce qu'il y a des moments où, par exemple, vous n'arrivez pas à écrire un roman, mais vous arrivez tout à fait à écrire un scénario, ou vous arrivez tout à fait à écrire un article? Est-ce qu'il y a des moments où différents genres s'imposent à vous? Oui, sans doute, c'est vrai. Le roman, c'est très très épuisant. Ça, vous êtes vidé après l'écriture d'un roman, donc c'est vrai que ça peut être comme une sorte de récréation, d'aller vers un autre genre, d'écrire un texte, je sais pas, peut-être plus militant, plus politique, ou d'aller vers le roman graphique. Ça vous repose et en même temps, ça vous permet. Vous avez en arrière-plan, en coulisses, vous continuez à réfléchir au roman suivant, mais ça vous
déculpabilise d'abord, parce que la culpabilité aussi, ça fait énormément partie de la vie d'un écrivain. On se sent quand même tout le temps coupable. Et en plus, plus le temps avance, plus on écrit, plus on fait de promotion, moins on a de temps pour écrire. Et donc tout le temps où on n'écrit pas est un temps dévolu à la culpabilité. Donc c'est toujours bien d'avoir quelque chose pour s'occuper, pour se sentir un peu moins coupable. Vous savez que là, vous êtes en train de briser les rêves de toute une non, mais série je vous dis, hein. de futurs écrivains qui, eux, ont dans leur chambre d'étudiants, ils imaginent que c'est une vie glamour. Non, mais ça l'est pas du tout. Hein. Franchement, ça l'est pas du tout. Alors, je voudrais que vous nous parliez brièvement, puisque vous y avez fait allusion tout à l'heure à propos de l'anecdote, justement de cette expérience d'écriture qui a été... alors, si vous ne l'avez pas lu, c'est un formidable livre, si vous connaissez Leila Slimani par ses romans. Lisez aussi, c'est pour ça que je l'ai apporté, Le parfum des fleurs la nuit, qui raconte donc une expérience inédite. Donc, voulez-vous bien dire un petit peu comment ça s'est passé? Oui, ce livre fait partie d'une collection qui s'appelle Ma nuit au musée, qui est publiée par les éditions Stock. Et le principe est assez simple. Ça consiste à enfermer un écrivain dans un musée pendant une nuit et de lui demander d'écrire un texte autour de ce qu'il a vécu pendant cette nuit et puis bien sûr de ce que les œuvres qui l'entourent lui ont inspiré. Alors moi, j'avais décidé à ce moment-là, j'étais en pleine écriture de mon roman quand on me l'a proposé et j'avais décidé de dire non. Puisque, je le dis au début du livre, ce qui est quand même le plus important quand on est un écrivain, c'est de savoir dire non. Dire non absolument à toutes les sollicitations qui viennent vous empêcher d'écrire, parce que en réalité, absolument tout dans votre vie conspire à vous empêcher d'écrire. Vos enfants, votre mari, le fait de devoir faire les courses, enfin tout, quoi. Donc il faut absolument dire non. Donc là, j'ai pas réussi à dire non, mais j'avais pris un apéro un peu arrosé avec l'éditrice et finalement je lui ai dit oui à la fin. Mais c'était une très très bonne expérience. Donc j'ai été enfermée moi à la Punta della Dogana à Venise, où j'ai passé une nuit assez étrange, très onirique, au milieu d'œuvres d'art contemporain qui au début ne m'ont pas tellement inspirée, parce qu'il y avait beaucoup d'art conceptuel. Et bon, c'est très classique et très banal de critiquer l'art conceptuel, mais enfin, bon, quelqu'un qui pose juste un ballon, comme un ballon d'anniversaire sur le sol, juste parce qu'il a soufflé dedans, et qui considère que c'est une œuvre d'art, pour quelqu'un qui met 2 ans à écrire un roman, vous voyez, c'est un peu énervant. Donc, ça m'a mise un peu en colère au début. Et puis finalement, il y a des œuvres qui m'ont quand même beaucoup touchée, qui m'ont inspirée. Mais c'est un livre beaucoup sur l'écriture, sur l'enfermement aussi. Qu'est-ce que c'est que d'être enfermé, et comment l'enfermement est aussi finalement un thème, ou en tout cas une trame assez importante dans ma vie d'enfant, dans ma vie d'adolescente, dans ma vie de femme. Donc voilà, c'est une rêverie autour de ces thèmes-là. Avec une sollicitation des sens aussi, je crois, qui est perceptible et qui est très intéressante, qui se dégage justement de ce texte. Oui, mais ça, c'est drôle, parce que je crois que ça, c'est quelque chose qui est commun à tous mes textes, en fait, tous mes livres, même mes essais, même Sexe et mensonges, enfin, tous mes livres parlent du corps, tous mes livres parlent des sens, de qu'est-ce que c'est que d'être au monde quand on est un corps, de ce que l'on perçoit, de ce qui nous émeut, de ce qui nous dégoûte aussi, de ce que Kundera appelait aussi la monotonie de la vie corporelle. Qu'est-ce que c'est que la vie corporelle, tout simplement? Je crois que tous mes livres quand même tournent autour de ça, et mes personnages, quand je vous disais tout à l'heure que tout commence par mes personnages commencent toujours aussi d'abord par un corps. Et je me souviens qu'au début, mon éditeur, quand il me demandait sur quoi je travaillais, alors je lui commençais toujours par lui parler d'un personnage, et il me disait d'accord, alors c'est qui, qu'est-ce qu'il fait? Et je commençais toujours par le décrire physiquement, en lui disant, ben voilà, il est maigre, il a des problèmes de peau, il a des grands pieds. Et il me disait, mais c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que je me fiche qu'il ait des grands pieds? Et en fait, moi, à partir du moment où je vois les pieds d'un personnage, je sais que je comprends qui il est. Bizarrement, c'est par le corps que va arriver la compréhension du personnage. Donc maintenant, il est habitué et il me demande à chaque fois comment sont les pieds de mes personnages. Votre personnage chose du combien, Voilà, et là, il sait que tout va bien. Alors, vous avez mentionné justement Sexe et mensonges, là encore, pas forcément un livre que tous les spectateurs présents dans la salle ou qui nous regardent connaissent, qui est un livre basé sur des témoignages que vous avez suscités à l'occasion de visites au Maroc, des conversations donc avec des femmes marocaines. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de ce que, quelque part, de ce qu'elles vous ont appris, puisque c'est au fond ce que raconte cet ouvrage?
En fait, cet ouvrage, j'en ai eu l'idée, au moment où je faisais la tournée de promotion pour mon premier livre Dans le jardin de l'ogre, qui raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Adèle, qui souffre d'une forme d'addiction sexuelle et qui, en tout cas, voilà, est une femme mariée avec un enfant, un métier, et qui a une double vie et qui vit dans un mensonge permanent et dans une terreur aussi permanente que son mensonge soit découvert et qu'elle perde tout et qu'elle devienne d'une certaine façon une sorte de paria ou qu'elle soit marginalisée. Et donc, je fais cette tournée de promotion et un soir, après une présentation à Rabat, je vais dans un café en face de l'endroit où j'avais donné la conférence. Une femme s'assoit à côté de moi et puis se met à me parler et à me raconter sa vie, et en particulier à me raconter vraiment des choses très, très intimes, des choses liées à la sexualité. Alors ça, c'est un autre conseil que je vous donne, ne racontez jamais votre vie à un écrivain parce que ça va se te retrouver dans un livre en général. Et si ça se le retrouve pas, bah, vous pouvez être vexé parce que ça veut dire que c'est pas intéressant. Non, je rigole. Mais donc, en fait, quand cette femme a commencé à me raconter ça, ça a éveillé beaucoup de souvenirs en moi. Deux souvenirs. Le premier, c'est les souvenirs de quand j'étais moi-même reporter pour le journal Jeune Afrique. J'ai été reporter pendant des années pour les pays du Maghreb et j'étais spécialiste de sujets de société et je travaillais beaucoup sur les questions de chômage de masse et les questions d'immigration clandestine. Et quand j'allais, que ce soit en Tunisie, à Kasserine, que j'allais au fin fond de l'Algérie, au Maroc, que je parlais avec des jeunes qui voulaient immigrer, qui souffraient du chômage, de la pauvreté, de l'exclusion, très souvent, à la fin de la conversation, les jeunes me disaient « et en plus, on ne peut pas avoir de petites copines ». Et en plus, on n'a même pas le droit de vivre notre sexualité, puisque dans ces pays-là, donc les relations sexuelles hors mariage sont interdites, l'adultère est interdit aussi, l'homosexualité, l'avortement, et donc la sexualité est réprimée. Vous pouvez aller en prison. Et finalement, la seule sexualité qui est permise, c'est-à-dire vous n'avez que deux choix, être vierge ou être marié. C'est-à-dire qu'il n'y a que la sexualité conjugale qui est permise par la loi. Évidemment, tout le monde sait que dans les faits, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, comme je cite, comme le disait très bien une militante féministe, nos pays ne seraient que des immenses prisons et nous serions tous en prison puisque nous sommes tous des hors-la-loi. Mais c'est des systèmes dans lesquels finalement on met en place une sorte d'hypocrisie généralisée, un mensonge institutionnel où on demande aux gens de ne pas dire ce qu'ils font, de mentir, de faire les choses en cachette. Et puis ça installe aussi des inégalités, enfin ça augmente des inégalités sociales qui sont déjà très présentes, c'est-à-dire que quand vous habitez à Casablanca, à Rabat, que vous êtes riche, que vous avez une voiture, que vous avez la possibilité de voyager, vous avez exactement la même sexualité que quelqu'un qui vit à Paris ou à Londres. Mais lorsque vous êtes pauvre, que vous êtes une femme, vous avez beaucoup plus de chances de vivre une agression sexuelle, de subir un viol, de vivre un avortement clandestin. Et donc, voilà, ça augmente selon également votre statut social. Donc, ce livre est un livre je suis allée à la rencontre de femmes riches, pauvres, hétérosexuelles, homosexuelles, mariées, célibataires, qui parlent toutes de cette situation, qui sont toutes quand même dans une situation de révolte par rapport à cette situation. Et suite à ce livre, donc, j'ai fondé avec une amie un collectif qui s'appelle le collectif 490, du nom de l'article 490 du Code pénal qui interdit les relations sexuelles hors mariage. Nous avons publié dans Le Monde une tribune dans laquelle nous avons déclaré que nous étions toutes des hors-la-loi, que nous avions subi des avortements, que nous avions eu des relations sexuelles hors mariage, des relations homosexuelles. Et ce texte a recueilli 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 signatures aujourd'hui. On a reçu, grâce à ce collectif, le prix Simone de Beauvoir pour les droits des femmes, enfin pour les combats pour les droits des femmes. Et donc, on continue ce combat au Maroc pour faire changer la loi. Et justement, vous parlez du Maroc, vous avez cette double identité. Hein. Pour nous, vous êtes un écrivain français, mais vous êtes aussi marocaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont, à la fois, vous vivez cela comme individu et la manière dont votre écriture se ressent de cette double identité? Mais je ne sais pas si c'est une double identité, c'est une identité.
C'est-à-dire, je dirais pas que je suis française et aussi marocaine, ou bien marocaine et aussi française. C'est indissociable. J'ai les cheveux frisés et aussi les yeux marrons. Bon, ça fait un tout. Je suis Leïla Slimani, quoi. Je suis moi. Je n'ai pas du tout l'impression que ce soit quelque chose que je puisse. L'identité n'est pas comme une sorte de gâteau que je pourrais couper en morceaux et vous dire quelle est la part de marocain, la part de français. C'est en réalité à la fois beaucoup plus nébuleux, beaucoup plus confus que ça, et en même temps, voilà, beaucoup plus complexe. Et puis je suis pas faite que de ça. Je suis pas faite que de ce qui a écrit sur mon passeport. Je suis faite aussi des livres que j'ai lus, des voyages que j'ai faits, des gens que j'ai aimés, de mes souvenirs d'enfance, de choses infiniment plus complexes que mon état civil. En réalité, mon état civil m'intéresse très très peu. Voilà, à la fois je me sens très bien partout, précisément parce que je me sens de nulle part. Et alors, est-ce que vous vous sentez très bien partout, mais aussi capable de vous extraire de partout en vous disant je ne suis pas complètement d'ici? Mais je ne suis de nulle part, Voilà. je ne suis complètement de nulle part. Et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs d'être de quelque part. Je ne suis pas une salade, quoi. J'ai pas envie voilà, de m'enraciner dans la terre. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai pas un intérêt pour pour les racines, pour le terroir. C'est pas du tout mon truc. Moi, j'adore être une étrangère. J'adore être dans des endroits dont je ne comprends pas la langue. J'aime bien passer inaperçue. Ça me plaît beaucoup. J'ai très peur des groupes, des tribus, des clans, des communautés. Ça n'est pas du tout quelque chose qui me tient à cœur, peut-être d'autant plus paradoxalement, parce qu'en réalité, je me sens dans une très très grande communauté avec tous les êtres humains. Vraiment, moi, si je devais vous dire qui je suis un animal. Je suis un animal. Et un animal en particulier? Non, je suis un animal, c'est-à-dire que je suis faite d'abord de sensations, je suis faite de chair, j'ai la conscience du fait que ma vie sur Terre ne va pas durer, que je vais mourir, que j'ai besoin de boire de l'eau, de manger, et à ce titre-là, je me sens proche de tous les autres animaux qui sont là face à moi. Alors justement, les animaux qui sont face à vous ont peut-être des questions. On a promis de donner la parole à la salle. Vous pouvez rugir ou aboyer. Donc, y a-t-il quelqu'un qui demande à poser une question à Leïla Slimani, pour que je n'abuse pas de ma place privilégiée, je dois le dire. Maintenant que je leur ai cassé leur rêve, ils m'en veulent, Oui, ils veulent plus voilà. me poser de questions. Ils sont timides, voilà, vous les avez... Oui, alors tout au fond, alors c'est bien, c'est une de nos... Il y a un micro qui arrive, donc c'est une de nos étudiantes, Nora, qui va vous poser une question. Et qui, elle aussi, est de partout et de nulle part. Je suis irlandaise, mais je vis ici. Oui, enfin, merci beaucoup d'être venu ici et de nous parler. Moi, je me demandais quelle est la chose la plus difficile pour vous quand vous écrivez. Enfin, je ne sais pas ce qui arrive. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, je vous ai entendu, oui, tout à fait. Je suis en train de réfléchir. Il y en a plein. Alors... peut-être que la première chose que je vous dirais, c'est que d'abord, l'écriture, c'est un très grand exercice de frustration. C'est-à-dire qu'entre ce que vous pensez que vous allez écrire, ce que vous avez envie d'écrire, le roman que vous avez imaginé dans votre tête, que vous avez fantasmé, et ce qui va finalement arriver à la fin, et il y a toujours un écart immense. Ce qui est très difficile, c'est de supporter ça et de l'accepter, c'est-à-dire d'accepter que vous n'êtes jamais en réalité à la hauteur de vos propres aspirations littéraires. Donc c'est vraiment oui, une sorte d'exercice continuel de l'échec. C'est pas forcément douloureux, mais au début on n'en est pas conscient. Et puis voilà, avec l'expérience, on se rend compte que c'est toujours comme ça. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on continue à écrire, parce qu'on continue à espérer qu'on va se rapprocher un petit peu plus de ce dont on a rêvé, de ce à quoi on aspire. Mais cette frustration-là, elle est difficile. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ce qui est difficile aussi, c'est, je trouve,
qu'on vit aussi dans un monde, dans une société dans laquelle la place de la littérature, la place, je dirais même, de la culture dans le sens le plus noble du terme, finalement, j'ai l'impression qu'on est devenu très anachronique. Enfin, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un écrivain colombien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Juan Gabriel Marquez, que je vous conseille de lire, qui est un excellent écrivain et un professeur d'université, professeur de littérature, et qui me disait qu'il avait l'impression que les gens comme nous, qui sont enfermés toute la journée à lire du Tchekhov, ou qui sont capables de pleurer en relisant un poème de René Char ou je sais pas quoi, on est devenus des gens assez anachroniques. Il y a plus... parfois on se demande quelle place on a encore dans ce monde. Ça peut paraître un peu parfois... on peut se sentir un petit peu seul dans cette passion dévorante pour la littérature, parce que ensuite, dans l'exercice de promotion, c'est tout à fait autre chose qui se passe. Aujourd'hui, la critique littéraire, c'est plus du tout la même chose qu'il y a 50 ans. Le regard sur la littérature n'est plus du tout le même. On produit beaucoup, on publie beaucoup, ça passe très très vite. La durée de vie d'un livre aujourd'hui est très très courte. Un livre en chasse un autre. Puis il y a une lecture très sociologique aujourd'hui de la littérature. On vous lit comme un écrivain, femme, maghrébine, on vous lit à travers des sujets de société, de ce que vous avez à dire sur ci et ça. Et moi, cette lecture très sociologique de la littérature, elle me chagrine beaucoup, parce que finalement, on perd aussi à la fois l'essence universelle de la littérature et même l'intérêt pour tout simplement le style, la construction, l'artisanat même de l'écriture. Donc je dirais que c'est les deux choses peut-être qui sont des sujets de frustration. Mais il y en a plein d'autres, ne vous inquiétez pas. Si vous vous lancez, vous verrez qu'il y a plein de choses difficiles, mais c'est parce que c'est difficile que c'est beau. C'est parce que c'est difficile que c'est le plus beau métier du monde. J'en suis absolument convaincue. Alors, on a une autre question au premier rang. Est-ce que je peux juste interposer avant? Donc, vous avez parlé d'artisanat. Vous êtes décrite comme couturière aussi à un moment. Donc justement, ce travail artisanal, ce travail de couture, est-ce qu'il peut s'apprendre ou est-ce que c'est quelque chose qui est en partie fondé sur une sorte de capacité innée? Oh, capacité innée, non, je ne crois pas. Non, ça... ou alors ça concerne vraiment quelques êtres absolument exceptionnels, et il y en a eu. Je pense que l'imagination, il y a une part d'inné dans le rapport à l'imagination. Il y a des personnalités avec une imagination plus foisonnante que d'autres, avec une capacité plus grande que d'autres à fuir vers d'autres mondes ou à créer d'autres mondes. Mais ensuite, l'artisanat lui-même, c'est-à-dire la capacité à construire un livre, à structurer, d'une certaine façon, on l'apprend, parce qu'on l'apprend en lisant. Un écrivain qui ne lit pas, je ne sais pas du tout comment ça serait possible. C'est en lisant qu'on apprend. Alors moi, je reçois parfois des manuscrits assez étonnants, et ensuite, quand je parle avec ces écrivains en herbe, je leur dis mais qu'est-ce qui vous a inspiré pendant l'écriture de ce manuscrit? Quels auteurs sont importants pour vous? Et là, la personne vous dit ah non, mais moi je lis pas, hein. Et là, c'est bah oui, ça se voit, hein, ouais, effectivement. Donc c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en lisant, c'est pas qu'on on apprend comme on apprend une leçon, mais on comprend comment ça marche, on se met à comprendre comment ça marche, ou en tout cas tous les possibles qu'offre la littérature. Alors, nous avions une question au premier rang, donc de Tristan Alonge, un de nos collègues. Et par rapport à ce que vous disiez sur l'identité ou la non-identité, est-ce que le choix de la langue est quand même révélateur d'un choix de l'une de vos identités? Est-ce que c'est une stratégie, ou est-ce que c'est, comme le personnage, quelque chose qui s'impose à vous? Mais cette langue, je ne l'ai pas choisie, c'est ma langue. C'est la langue que c'est ma langue maternelle, donc de toute façon, je n'aurais pas pu écrire dans une autre langue. La seule autre langue dans laquelle j'écris, c'est l'anglais. Aujourd'hui, j'écris parfois directement en anglais, mais je n'aurais pas pu écrire dans une autre langue. Donc j'aurais bien aimé que ce soit une stratégie, j'aime bien avoir des stratégies, mais malheureusement, non. Alors, on a plusieurs questions dans la salle qu'on va essayer de prendre à tour de rôle. C'est une question qui se rapporte à ce que vous avez dit sur l'artisanat, la couture. Est-ce que vous écrivez
sur l'ordinateur? Est-ce que vous parlez dans un micro? Comment est-ce que vous attaquez ce moment quand vous avez cette idée d'écrire? Alors, en fait, il y a plusieurs phases d'écriture. La première phase, elle se fait à la main, dans des carnets. Donc, j'ai des carnets toujours avec moi. Et donc, j'ai deux sortes de carnets. J'ai un carnet, comme beaucoup d'écrivains, j'ai un carnet où je tiens une sorte de journal, enfin, où je raconte un peu ce qui se passe dans mes journées. Et puis, un autre carnet où je pose les idées qui me viennent pour le roman en cours. Donc, ce sont des notes assez rapides, avec des impressions, avec une idée de scène. Et puis, après ça, il faut laisser, comme disait Flaubert, après, il faut laisser une sorte de marinade. Il faut laisser la scène mariner en vous pendant longtemps. Et une fois que ça a mariné et que je commence à avoir vraiment une idée précise, arrive le moment de l'ordinateur. Mais le moment de l'ordinateur, c'est un moment très important, très solennel. C'est-à-dire que là, c'est le saut. Je sais que ça y est, je commence le roman. Au moment où j'ouvre le document qui va être le premier document. Mais c'est vrai que moi, j'ai un problème. Non, mais je suis un peu parfois triste de ce que fait l'ordinateur aussi à l'écriture, parce que j'ai eu souvent l'occasion d'aller visiter des archives d'écrivains, et notamment, je connais bien les archives de Marguerite Duras. C'est assez merveilleux de voir les archives de Marguerite Duras. Donc, elle écrivait à la main, bien sûr, puis ensuite, elle découpait ses textes, et elle faisait une sorte de copier-coller, mais à la main, donc en recollant à l'intérieur d'un cahier. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'archives d'écrivains. Il y a le cloud. Aujourd'hui, plus personne ne pourrait, dans des casiers comme ça, aller étudier la façon dont un roman s'est construit de manière très progressive. Et ça, je trouve ça assez triste, parce qu'il n'y a plus la trace. Or, un roman, ça se construit sur un temps très très long. Et donc moi, je garde beaucoup les traces. Et ce qui m'amuse en général, c'est que quand je termine le roman, en général, je suis très très déprimée. Je pense que c'est vraiment très nul. Je harcèle mon mari avec des idées suicidaires, avec le fait que c'est terminé pour moi et tout. Et donc, ce que je fais dans ce genre de moment, je reprends le premier manuscrit, c'est-à-dire vraiment le tout début, où est-ce que j'en étais, par exemple, au bout de 3 mois de travail. Et là, même si je trouve que le roman final est nul, je me dis, waouh, quand même, c'est incroyable. J'étais partie de là et je suis arrivée là. Et ça, c'est très beau à voir, parce que vraiment, à quel point l'imagination vous échappe, et puis à quel point on arrive à créer un monde alors qu'on est parti au début dans le noir. Vous savez, l'autre jour, je pensais à ça, parce que je couche ma fille tous les soirs, je lui lis une histoire, et ma fille a très peur du noir. Et donc, quand j'éteins la lumière, à chaque fois, je lui dis, garde les yeux ouverts, et tu vas voir, tes yeux vont s'habituer au noir, et puis tu vas commencer à voir le contour des meubles. Alors maintenant, ça l'amuse beaucoup, puis à chaque fois, elle me dit, ça y est, toi, tu vois. Et puis, bon, au bout d'un moment, elle voit. Et je me suis dit qu'en fait, c'était exactement la même chose pour l'écriture. En réalité, au début, vous êtes dans le noir total, et puis de manière très progressive, vos yeux s'habituent au noir, et vous commencez à voir le contour des meubles, et vous commencez à pouvoir vous promener dans cette pièce, même si vous restez tout le temps dans le noir. Alors, pendant que Chloé passe le micro, je voudrais juste vous poser une autre question, justement à propos de ces différentes versions. Alors, vous changez les versions, est-ce que c'est parce que vous déplacez des épisodes complets? Est-ce que c'est parce que vous retravaillez le style? Est-ce que vous chipotez parce qu'il y a, je sais pas, un adverbe qui ne va pas, vous rajoutez un adjectif, vous dites, ah ben non, cette partie-là, je l'avais écrite au passé, elle serait mieux au présent. Quel est le travail? Quelle est la progression? Tout ça, bien sûr. Ça peut arriver d'écrire un texte dans un temps, et puis de devoir tout reprendre, parfois 300, 400 pages, devoir le réécrire dans un autre temps, et puis se rendre compte encore une fois que c'est pas bon et recommencer. Bien sûr, il y a le travail sur le style qui met un temps fou, donc parfois je peux passer 10 jours sur une page, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, parce que cette phrase-là, elle doit pas être à cet endroit, parce que c'est pas le bon adjectif. Alors, adverbe, j'essaye d'éviter au maximum les adverbes, qui sont vraiment les ennemis jurés des écrivains. Mais bien sûr, il y a un travail sur le style. Et puis après, il y a le fait que vous écrivez une première scène, vous avancez dans le roman, finalement, le personnage va faire telle chose qui fait que la scène que vous avez écrite n'a plus de sens ou n'a plus d'intérêt. Mais c'est pas grave. Moi, j'écris à peu près, enfin, je jette à peu près 50% de ce que j'écris. Donc même dans les ellipses, moi j'ai besoin de savoir ce que le personnage a fait pendant le temps que je ne vais pas forcément écrire. Et ce qu'on n'écrit pas est presque aussi important que ce qu'on écrit.
Alors, les étudiants ont appris deux choses au moins très importantes aujourd'hui. Premièrement, la vie de l'écrivain n'est pas glamour. Deuxièmement, les adverbes sont à proscrire, hein. Je vous le rappelle, je me tue à le répéter, donc je suis très contente de l'entendre. Utilisez un verbe, parce que si voilà, vous n'avez pas besoin d'un adverbe, utilisez un verbe. Normalement, il y aura un verbe qui pourra correspondre. Très bon conseil. Alors, nous avions donc une autre question. Donc, je voulais vous demander comment est-ce que vous êtes arrivé au rôle d'ambassadeur pour la francophonie et qu'est-ce que vous voulez faire avec ce rôle? Ce rôle, c'est pas que j'y suis arrivée, c'est qu'on me l'a proposé. Voilà, c'est le président qui me l'a proposé. En fait, pendant la campagne, il m'avait contacté, il m'avait proposé voilà, des choses que je n'ai pas souhaité faire. Et quand il m'a proposé d'être représentante pour la francophonie, là, j'ai trouvé que c'était pertinent par rapport à la fois à mon travail d'écrivaine, c'est-à-dire de quelqu'un qui vit pour et par la langue française, mais aussi pertinent par rapport, d'une certaine façon, à mes combats et à mes valeurs. C'est-à-dire que, notamment dans un pays comme le Maroc, mais aussi dans d'autres pays francophones, on peut être parfois taxé parce que l'on est francophone, taxé d'une forme de traîtrise, de ne pas être un bon Marocain ou un bon Algérien, pourquoi tu as choisi cette langue, etc. Donc j'avais envie finalement de défendre la liberté de chacun à choisir une langue et le fait qu'une langue n'est pas une idéologie. Et que embrasser une langue, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'histoire de ceux qui sont venus vous l'amener. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec toutes les idéologies qui sont dites dans cette langue. Et puis, je voulais aussi défendre une francophonie qui soit une francophonie de la pluralité. À la fois la pluralité de la langue française elle-même, parce que la langue française, elle est plurielle. On ne parle pas le français de la même manière au Québec, au Congo-Kinshasa, au Maroc ou en Haïti, mais aussi la pluralité des langues qui se côtoient les unes avec les autres. Par exemple, moi j'ai toujours eu horreur des gens qui me disent « oui, mais comment faire face à l'invasion de l'anglais ?» Alors moi je considère qu'une langue n'envahit jamais. Une langue n'est pas un ennemi. Aucune langue n'est un adversaire. Toutes les langues doivent être accueillies parce que toutes les langues amènent avec elles une culture de l'humanité, de l'humanisme, de l'humour, la possibilité d'un dialogue. Et je crois que la langue française est assez forte et assez belle pour vivre avec les autres langues, se nourrir d'elles et les nourrir et vivre dans ce dialogue avec les langues. Et puis le monde francophone est un monde plurilingue. Dans tous les pays francophones, on parle plusieurs langues, que ce soit en Suisse, là encore, au Canada, en Belgique. À la limite, la France est peut-être le seul pays qui n'a pas plusieurs langues officielles. Tous les autres pays du monde francophone ont plusieurs langues officielles. Donc, c'était aussi cette pluralité que je voulais défendre, parce que je crois que c'est quelque chose qui est très inscrit chez les jeunes générations et pour les générations futures. C'est des générations qui parlent plusieurs langues, pour qui c'est normal, pour qui c'est aussi utile sur le marché du travail de pouvoir passer facilement d'une langue à une autre. Donc voilà, c'est une francophonie renouvelée, une francophonie aussi ouverte à tous. Et puis une francophonie aussi consciente du fait que, vous savez, beaucoup de gens pensent que si la francophonie avait une mauvaise image, c'était du fait des questions liées à la colonisation. Or, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui bloque beaucoup plus, c'est moins les histoires de colonisation, parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations, notamment, elles n'ont pas connu la colonisation, et c'est pas ça le problème principal, mais c'est le fait que c'est une langue très associée à l'élite, c'est une langue très élitiste, c'est une langue bourgeoise. Dans beaucoup de pays francophones, notamment les pays d'Afrique subsaharienne ou les pays du Maghreb, c'est une langue parlée par une élite, et les gens ont le sentiment, par exemple, que l'anglais est une langue beaucoup plus démocratique et que c'est une langue beaucoup plus facile, donc ils vont aller vers l'anglais. Et aussi, pour avoir parlé avec beaucoup de jeunes, ils me disent, moi j'ai l'impression que je peux parler l'anglais et faire des fautes, on va pas me regarder mal, alors que quand je parle français et que j'ai un accent, que je ne parle pas bien, je me sens beaucoup plus jugée. Donc c'est aussi quelque chose que j'essaye de beaucoup défendre, c'est que vous avez le droit d'aimer le français, de le parler comme vous pouvez, comme vous voulez, et que voilà, c'est pas une langue sacrée, on fait comme on veut, comme on peut, et que c'est, voilà, ce qui est important, c'est le plaisir, l'amour qu'on met dans le fait de parler une langue, donc quelque chose d'un petit peu plus libérateur.
De parler d'ailleurs ou d'écrire. Ou une langue, d'écrire, puisqu'il y a eu absolument. un Ou certain même nombre- parfois simplement de l'écouter. Oui. Parfois, on ne parle pas bien une langue, mais on aime l'entendre ou d'entendre de la musique. Ou... Voilà. On a une autre question de la salle. Ça marche? Ouais. Je suis traductrice et ce qui m'intéresse de savoir quels sont vos rapports avec les traducteurs qui traduisent vos livres. Eh ben, de très bons rapports. J'ai de très bons rapports avec mes traducteurs. J'essaye toujours de, justement, et notamment dans mon travail aussi pour la francophonie, de défendre le plus possible la place des traducteurs. Le statut de traducteur est un statut très déconsidéré. Malheureusement, ils ne gagnent pas assez bien leur vie. Malheureusement, ils n'ont pas une place assez importante dans le circuit, dans le monde du livre. Et on ne se rend pas compte que sans les traducteurs, il y a tout un pan de la littérature à laquelle on n'aurait pas accès. Et en fait, beaucoup de gens lisent des livres étrangers, parfois même sans se rendre compte qu'ils lisent un livre traduit. Ils ont l'impression que c'est tout à fait naturel, que c'est tombé du ciel. Donc, je pense que c'est très important de trouver des manières de redonner toute sa place et toute sa considération au statut de traducteur. Moi, je suis très proche de mes traducteurs. Hier soir, je dînais chez ma traductrice allemande, qui est devenue vraiment une de mes meilleures amies. Je suis très amie avec ma traductrice espagnole, avec ma traductrice portugaise, avec mon traducteur anglais, avec mon traducteur arabe aussi. C'est des liens très forts parce qu'en fait, maintenant, en plus, j'ai la chance d'avoir la plupart du temps gardé les mêmes traducteurs depuis le début. Donc au bout d'un moment, c'est des gens qui connaissent vraiment vos obsessions, presque votre intimité, qui savent comment vous pensez, à quoi vous rêvez, et donc il y a quelque chose de très fort. Et puis c'était assez marrant parce que, par exemple, avec Sam Taylor, mon traducteur anglais, donc il a traduit d'abord Chanson douce et puis ensuite il a traduit dans le jardin de l'ogre. Et on ne s'était jamais rencontrés en vrai, on n'avait que des relations par email ou par téléphone. Et puis un jour il me téléphone et il me dit, écoutez, je suis très gênée, voilà, mais je suis en train de traduire dans le jardin de l'ogre. Et en fait, en anglais, on ne peut pas désigner les parties génitales par le mot sexe, comme en français, le sexe de la femme, le sexe de l'homme. Donc, je vais avoir besoin de vous pour savoir à chaque fois qu'est-ce que vous voulez utiliser, vagina ou bien vulva ou bien. Et donc, j'étais au téléphone et il y avait mon mari qui passait et je disais, yes, vulva, yeah, very good, okay, vagina. Et mon mari qui me regardait en disant, mais avec qui elle parle? Et du coup, ça a créé une relation très intime et très rigolote entre lui et moi. Donc à chaque fois, on se souvient de ça. Donc c'est ça aussi la traduction. Parfois, il y a des moments un peu burlesques, enfin un peu drôles. J'ai une traductrice tchèque assez extraordinaire, qui est une très très grande traductrice, qui est la femme la plus pointilleuse que j'ai vue de toute ma vie. Donc, par exemple, quand elle doit traduire le mot fenêtre, elle m'envoie un mail avec 40 pièces jointes de photos de fenêtres en me demandant exactement de quelle fenêtre il s'agit. Alors, je pense qu'en tchèque, il doit y avoir beaucoup de mots pour les fenêtres. Je ne sais pas, ils ont un truc avec les fenêtres. Mais elle va jusqu'à chercher les recettes des plats que je cite dans mes livres et tout. Mais du coup, c'est marrant parce que chacune entre aussi dans la culture de l'autre, découvre des choses sur... Donc, c'est très émouvant, en fait, les relations avec les traducteurs, je trouve. Et qui doivent varier aussi beaucoup selon les traducteurs. Bah, C'est-à-dire que absolument. vous avez certains traducteurs qui travaillent dans leur coin et viennent vous voir tout à la fin, d'autres qui, dès le départ, veulent s'entretenir avec vous. Oui, mais par exemple, dans les langues asiatiques, c'est très, très particulier. Et puis, notamment, même dans l'interprétariat. Moi, j'ai fait une longue tournée en Asie. Et c'était très rigolo parce que, alors je faisais par exemple un long discours comme ça, et puis le traducteur chinois disait 3, 4, je dis non mais vous avez traduit tout ce que j'ai dit? Oui, j'ai traduit tout ce que vous avez dit. Et à l'inverse, parfois je répondais ah oui, je suis tout à fait d'accord, et ça durait très 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 longtemps. Donc c'était vraiment parfois très, très étrange aussi. Alors nous avons une autre question de la salle. Bonsoir. Vous avez un très grand renommé. Vous êtes mondialement maintenant. Comment est-ce que vous arrivez à défendre votre espace de création? Parce que vous avez les attentes de lecteurs, de lectrices, de maisons d'édition. Comment vous arrivez à défendre le silence et le vide dont on a besoin? C'est une très bonne question, c'est la grande question de ma vie. Écoutez, au début c'était difficile quand j'ai eu le prix Goncourt et que
voilà, qu'il s'est passé tout ça. Pendant à peu près 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai passé ma vie sur la route, à voyager beaucoup. J'allais vous dire qu'en plus, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que je suis une femme et qu'en plus je suis une mère. Donc, si vous voulez, je dois me défendre cette solitude et cette création, pas seulement vis-à-vis des sollicitations extérieures, mais vis-à-vis aussi de ma famille. Et parfois, c'est très difficile d'expliquer à vos enfants ou à votre famille que vous n'êtes pas disponible. Et bien, un jour, j'étais à Berlin et j'étais justement en pleine tournée. J'étais très très fatiguée. J'étais vraiment en train de m'approcher tout doucement du burn-out. J'en avais vraiment marre. Et puis j'ai eu ma mère au téléphone. Et puis mon mari était parti en voyage lui aussi quelques temps auparavant. Et lui, à chaque fois qu'il partait en voyage, tout le monde le plaignait en lui disant: là là, tes enfants doivent te manquer, mais comme c'est difficile, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, ma mère commence à me dire: oui, mais vraiment, tu manques beaucoup à tes enfants, les pauvres. Et en fait, ça m'a mise dans une colère vraiment noire. Et ce jour-là, j'ai décidé que c'était terminé. J'ai décidé que j'étais une femme qui allait décevoir tout le monde. Et donc, j'ai appris à décevoir. Et j'ai appris qu'on ne peut pas être une femme libre si on n'apprend pas à décevoir. Donc, je déçois mon mari, je déçois mes enfants, je déçois ma mère, je déçois mon public, mais je fais ce que j'ai envie de faire. Et de toute façon, c'est impossible, les contes qu'on vous raconte quand vous êtes petite, cette idée de « mais non, vous savez les femmes, vous pouvez tout avoir, et vous pouvez tout avoir en même temps ». Ça n'est pas vrai, c'est impossible. On peut tout avoir, mais sans doute pas en même temps. Donc voilà, j'ai fait le choix d'apprendre à dire non, et puis d'accepter aussi de ne pas être toujours aimée. D'accepter aussi de ne pas toujours faire plaisir. Vous connaissez sans doute ce texte célèbre de Virginia Woolf, L'ange du foyer, et cette idée qu'il faut toujours être agréable et gentil et dire oui et faire plaisir. Et je vois aussi autour de moi tellement de femmes qui souffrent à l'idée que oh là là, lui, je crois que je l'ai vexé, ou tu te rends compte peut-être que mes enfants vont penser que je suis une mauvaise mère. Eh bien, moi, je dis à mes enfants, oui, écoute, je suis autant une mauvaise mère que beaucoup de pères ont été des mauvais pères, donc voilà, c'est pas très grave, je vous aime énormément, et puis vous verrez avec le temps, tout ça va se régler, mais je suis une écrivaine, donc mon bureau, il est fermé, vous ne rentrez pas, et ben vous savez quoi, les enfants sont capables de comprendre ça, ce qui est quand même merveilleux. Et je vous rassure en passant, vous n'avez pas déçu votre public à Oxford, visiblement. Hein. Au contraire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, malheureusement, il faut dire non. Et vous avez énormément de sollicitations, mais à un point, il faut dire non à des choses parfois extraordinaires, mais c'est comme ça. Une fois qu'on décide que ça y est, on se met à écrire, c'est terminé. Il faut dire non à tout en bloc. Alors, moi, j'avais une autre petite question à vous poser qui n'a pas de rapport avec ce que nous venons de dire. Vous avez des titres extraordinaires pour vos livres. Alors, comment le titre vous vient-il? Et quand? À quel moment dans le travail d'écriture? Tout à la fin, vraiment tout à la fin. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre comment des auteurs parfois partent avec un titre. Parce que pour moi, le titre, il faut absolument qu'il corresponde totalement à l'objet, enfin à l'œuvre, qu'il puisse entrer en résonance avec presque tous les chapitres. Donc ça me paraîtrait très difficile d'avoir quelque chose au début, vu que je suis constamment surprise dans l'écriture et qu'il ne se passe jamais ce que je pensais. Après, pour les titres, je les trouve toujours par hasard. Chanson douce, c'était vraiment très très compliqué de trouver ce titre. C'était vraiment très difficile. Et puis il me restait vraiment, je devais donner le titre le matin parce que le livre devait partir en fabrication et je trouvais pas. Et j'ai mis mon fils au lit et tous les soirs je lui chantais chanson douce, une chanson douce. Et puis je commence à lui chanter ça et puis là je me dis ben voilà, c'est ça le titre, chanson douce. Donc c'est venu comme ça. Et le pays des autres, c'est venu dans une conversation où justement j'arrivais pas à trouver le titre et je discutais avec mon mari et je lui dis mais tu comprends, tu vois, il faudrait trouver quelque chose pour montrer que ces gens ils vivent un peu tous dans le pays des autres. Et donc il m'a dit bah tu vois, tu l'as ton titre. Et du coup maintenant il dit que c'est lui qui l'a trouvé, mais c'est pas vrai. C'est bien un homme.
Et alors, on va vous poser peut-être une dernière question, quand même, la question rituelle, avant de vous laisser en paix pour ce soir. Sur quoi travaillez-vous actuellement? Pouvez-vous nous le dire? Souhaitez-vous nous le dire? Oui, je travaille sur la 3e partie donc, de la trilogie, qui est donc la partie qui concerne cette fois ma génération. Donc, qui commencera en 1998, au moment de la Coupe du Monde de football. Là encore, les femmes seront au premier plan, peut-être même encore plus que dans les autres romans. Et c'est peut-être même le sujet du livre, c'est pourquoi les femmes sont au premier plan, pourquoi les femmes sont des héros sans médaille. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est une belle manière de finir. Donc, les femmes héros sans médaille. Et merci à beaucoup. Leïla Slimani. Merci.